Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Esther Tibi et Camille Simon au micro de Nouvelle Conscience. Esther et Camille se sont rencontrées à Montréal au cours de leurs études de biologie et de commerce. À la fin de leur bachelor, elles décident de prendre quelques mois de césure et de partir à la rencontre d'une trentaine d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui sont à l'origine de solutions innovantes dans le tourisme durable. Ce projet se concrétise par la création de l'Europe Eco-Circular Tour en mars 2021 dans le cadre de leur association Eco-Circular qui vise à accélérer la transition de notre économie vers un modèle plus circulaire. Leur but, démontrer la viabilité économique, sociale et environnementale d'un tourisme plus circulaire en allant à la rencontre d'une trentaine d'acteurs dans 10 villes européennes différentes. Riches de leurs rencontres et de leur prise de conscience, Camille et Esther ont publié en septembre dernier leur rapport final dans lequel sont présentées toutes ces initiatives innovantes. Elles y relatent également les tendances du secteur et des pistes de réflexion et d'action pour s'inspirer de celles et ceux qui ont décidé de rompre avec le modèle dominant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Esther et Camille. Bonjour. Ça va, vous allez bien ? On va très bien. Super bien. Merci. Génial, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler de votre projet, donc le projet Eco-Circular. Vous êtes maintenant rentré de ce long périple qui a duré 1 mois et demi, c'est ça ? Exactement. Ouais, donc vous êtes parti j'ai noté en mars 2021, c'est bien ça ? Ouais, de mars à... Ah non, on a commencé le projet en mars. On a commencé le projet en mars. Il y avait beaucoup de préparation. Et on est parti le 1er juin. 1er juin, ok. Jusque mi-juillet. Ah ouais, donc c'est tout récent, là vraiment, ça fait quelques mois que l'aventure... Voilà, ça. Ouais, et puis génial. après, il y a eu le temps de la restitution, le reste de l'été, et puis depuis septembre-octobre. Ouais, il y a eu toute la partie retour sur expérience où on a rédigé un rapport où on a justement analysé et restitué toutes les rencontres qu'on avait faites. Donc ça nous a pris aussi pas mal de temps. Donc officiellement, c'est vrai que c'était de mars jusqu'à fin août, finalement. D'accord. Ouais. Bon, là, on continue du coup sur la lancée, puisqu'on en parlait hors antenne, mais c'est justement la période où vous souhaitez un peu le diffuser, en parler autour de vous et restituer toutes ces connaissances, ces expériences que vous avez vécues pendant plus d'1 mois, si on prend le projet dans sa totalité. Déjà, pour revenir à la jeunesse du projet, au commencement, pourquoi avoir choisi le tourisme ? De quel constat est née cette nécessité de partir comme ça à l'aventure ? Comment vous êtes-vous lancé dans cette aventure du projet Eco-Circular et pourquoi avoir décidé d'étudier ce secteur en particulier ? Ouais. Je peux y aller si tu veux. Mais pour nous, le tourisme, c'était déjà une longue réflexion de savoir à quel secteur on allait s'attaquer. Nous, on a une association qui s'appelle Eco-Circular, qui traite de l'économie circulaire et qui essaye d'aller rencontrer des personnes qui développent l'économie circulaire et qui ont des innovations, qui proposent des choses, des solutions pour faire en sorte qu'on passe d'un système d'une économie linéaire à une économie plus circulaire. Et donc voilà, on s'est dit que le tourisme, pour appliquer ce thème-là au tourisme, ce serait super intéressant parce que le tourisme, c'est à la fois un secteur extrêmement lourd, extrêmement important en France, dans le monde. C'est 7,3% du PIB en France, c'est 10% du PIB mondial. Et en même temps, de l'autre côté, il y a des revers, il y a des effets négatifs.
c'est aussi 8%. Il y a une nouvelle étude qui a été publiée dans Nature, le journal scientifique, qui montrait que c'était 8%, enfin le tourisme représente 8% des émissions de CO2 au niveau mondial, plus aussi un effet sur la biodiversité, etc. Donc pour nous, on s'est dit aussi que c'était une industrie qui est transversale, c'est-à-dire qu'elle touche vraiment plein de secteurs, et ça va vraiment de la gestion d'un hôtel jusqu'à enfin, ça peut être dans la restauration, l'hôtellerie. Il y a énormément de choses à faire. C'est vraiment on s'est dit que vraiment ça pouvait toucher à plein d'aspects en fait de la vie d'un voyageur. Et si tu veux répondre. Et donc aussi avec le Covid, c'est une industrie qui a été complètement détruite. Et donc on s'est dit, il est temps justement qu'avant le début de la relance, on puisse proposer des solutions pour qu'elle prenne justement un tournant. Aussi, c'est parti donc pour revenir en fait à la genèse. On s'est rencontrés donc au Canada et toutes les deux, on a fait des études donc en partie en biologie pour ma part, et on voulait justement rendre en fait nos études plus concrètes et voir ce qui se faisait vraiment réellement en termes environnemental sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de monter ce projet. Et aussi en fait c'est en fait à travers des stages ou différents moments dans la vie, on a réalisé que en fait les entreprises, pourquoi est-ce qu'elles changent pas? Et il y a une raison, c'est parce qu'elles ne savent pas comment, tout simplement. Elles savent pas par où commencer, comment, quel type d'innovation. Puis aussi, elles ne savent pas en fait quels sont les potentiels gains justement à développer une solution plus circulaire, donc ce qui a un impact plutôt environnemental, positif ou social. Et donc on a voulu en fait par ce projet montrer qu'il y a des success stories, qu'en fait des projets justement d'économie circulaire sont viables économiquement et qu'elles peuvent avoir des retombées sociales aussi, donc voilà, hyper positives pour les entreprises. Voilà, donc on a vraiment voulu montrer que en fait les solutions pour changer les choses et pour agir dans cette transition environnementale, les solutions existent et Oui. on a voulu les mettre en lumière. D'accord. Voilà. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose, Esther? Ouais, je pense qu'on a fait le tour, et c'est vrai que non, le tourisme, je pense que c'est aussi quelque chose qui touche un peu à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres secteurs où en soi on aurait pu appliquer aussi ce thème d'économie circulaire, mais le tourisme, ça nous parle tous, aussi en période Covid, encore une fois, où on s'est tous sentis d'un coup un peu frustrés de plus savoir où voyager, comment voyager, et en fait chacun a pris un recul, chacun s'est reposé la question de savoir comment est-ce qu'ils allaient reprendre leur vie, et on trouvait que c'était un moment super propice pour parler à tout le monde, et en même temps toucher de plein de sujets différents, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, ça passe par la construction, l'approvisionnement, etc. Enfin, il y a plein de thèmes abordés grâce au tourisme qu'on peut aborder avec ça, et donc on s'est dit que ce serait pertinent. Ouais. Okay. Et juste une autre chose, ce qu'on aime bien dire, on a voulu montrer que le tourisme durable est désirable. Ouais, c'est votre slogan, le slogan du projet. Voilà, exact. Ouais, c'est clair. À la fois désirable pour celui qui voyage, pour celui qui génère des ressources par son entreprise. D'accord. Et déjà, en ce qui concerne votre association, du coup, quels sont ces projets? Est-ce que du coup, vous êtes concentré sur ce voyage, ou est-ce que vous avez aussi des projets plus sédentaires où on peut agir avec vous, avec l'association d'ailleurs de Loi 1901? Alors l'association, en fait, elle a un petit historique, c'est-à-dire que c'est pas nous qui l'avons créée, c'est une équipe d'avant, donc ils sont 3. Et donc ils l'ont montée pour créer un tour du monde pour aller justement à la rencontre d'innovations d'entrepreneurs qui développent l'économie circulaire. Oui. Et en fait, nous, on a voulu la reprendre pour la pérenniser, parce qu'elle était, en fait, eux, ils l'avaient montée comme un pur cadre juridique. Et donc, on a voulu la pérenniser. Et maintenant, aujourd'hui, pour nous, on veut justement que l'un après l'autre, en fait, des groupes puissent partir justement à la rencontre de ces entrepreneurs, qui puissent en parler, faire les liens entre justement tous ces entrepreneurs, mettre en lumière. Donc voilà, ça c'est en fait le futur de notre association. Aujourd'hui, on se pose des questions, on va voir, on n'a pas exactement en fait de lignée, de vision au sens strict, parce que on a repris un peu chacune nos activités, mais en fonction des opportunités, on aimerait vraiment justement
en faire quelque chose parce qu'on est vraiment convaincu qu'il y a du potentiel, et on peut avoir un impact. D'accord. Ouais, si je peux rajouter quelque chose, c'est que nous, notre but, c'est vraiment... j'ai l'impression que vraiment le cœur de cette association, c'est d'aller découvrir des choses qui existent et mettre en lumière des innovations et voilà, comme on disait tout à l'heure, des personnes qui s'engagent et qui décident de prendre part activement à la transition et montrer que c'est viable, possible, avantageux parfois, souvent. Et ouais, donc c'est vrai que donc ce serait génial en fait qu'il y ait d'autres personnes potentiellement qui viennent nous voir. On lance aussi un appel s'il y a des gens qui ont un projet qui est aussi dans cette veine-là. Ouais. Nous, ça nous intéresse de la pérenniser. Et voilà, on aimerait que ça devienne un peu un roulement où il y a des équipes qui partent et qui chacun avec ce qu'ils veulent apporter, Ouais. voilà, se lance. Ok. Mais du coup, des initiatives pas uniquement liées au tourisme, si j'ai bien compris. Enfin, vraiment, le but, c'est de montrer cette circularité, une économie bienveillante, mais dans tous les domaines, où vous voulez vraiment rester dans cette focale du tourisme. Alors nous, c'est dans tous les domaines. Le but, c'est vraiment de promouvoir l'économie circulaire, de montrer qu'elle est viable. Donc, on est vraiment ouvert à tout type de périple. Après, on veut vraiment que le périple n'ait pas d'impact. Tout ça, on va vraiment faire attention. On aimerait que... Donc, il y a cette partie périple, mais on aimerait aussi développer aussi peut-être la sensibilisation à travers la communication. Donc, voilà, si on lance aussi un appel, si jamais il y en a qui ont besoin qu'on discute, qu'on parle. Comme toi aujourd'hui. Voilà. D'accord, génial. Et est-ce qu'on peut revenir sur le terme d'éco-circularité, s'il vous plaît? Voilà, le nom de votre projet et que voilà, vous nous expliquez de quoi il s'agit. Donc, l'économie circulaire, c'est un principe qui s'oppose à l'économie linéaire. Donc, aujourd'hui, quand on regarde notre économie, on dit qu'elle est linéaire parce que qu'est-ce qui se passe? On extrait. En fait, tout se passe comme si la ressource naturelle qui en soit finie, on a considéré qu'elle était infinie. Et donc, on extrait une matière première, on va la transformer, on consomme le produit et ensuite on le jette. Et il n'y a aucun retour à aucun moment de la matière, de l'énergie, etc. C'est vraiment juste linéaire. Et donc, l'idée de l'économie circulaire, c'est que ça peut être produit, mais aussi sur un service. C'est que dans toute la chaîne de valeur d'un produit, par exemple, on décide que ce soit de la conception jusqu'à la production, de la conception à la production, à l'utilisation du produit, donc l'exploitation jusqu'à la fin de vie, on prenne en compte son impact environnemental, que l'énergie soit utilisée, soit minimale, et voilà, faire en sorte de vraiment penser l'objet comme une totalité et essayer de jamais le faire sortir du système et de toujours... Ouais, si tu veux rajouter quelque chose sur le concept. Moi, j'aurais deux choses à rajouter. Alors, en fait, ça demande l'économie circulaire, donc c'est un nouveau modèle économique. Et donc, ça demande à repenser cette notion de déchets. C'est-à-dire que aujourd'hui, on considère beaucoup de choses comme des déchets. Demain, ce serait de repenser ce déchet comme une ressource pour, en fait, le réinjecter dans la boucle. En fait, quand on regarde ce principe, ce modèle, en fait, il s'inspire de la nature. Quand on regarde la nature, nous, on a tous les effets de la biologie, donc ça nous paraît... on l'a bien vu pendant nos études. En fait, dans la nature, il n'y a pas de déchets. On ne va pas voir un déchet dans la nature. Ça n'existe pas. Dans la nature, tout est réutilisé parce que tout est exactement... tout est utile. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'homme a développé une économie linéaire? C'est parce qu'en fait, il ne s'est mis aucune contrainte, aucune limite. La nature, elle a des contraintes. Elle a des contraintes énergétiques parce que l'énergie, ça coûte cher, parce que l'utilisation des ressources, les ressources sont rares. Et donc, en fait, tous les organismes sont optimisés de manière énergétique et de ressources. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, c'est le fait de ne pas avoir de contraintes qui fait qu'on a une économie linéaire. Donc demain, on voit qu'on commence à avoir des contraintes de ressources, des émissions de CO2. Donc, il va falloir qu'on repense notre économie pour fermer la boucle. C'est surtout, en plus, je trouve assez logique. Et je pense que... moi, personnellement, ça me paraît juste
une espèce de système fermé comme ça et parfait, ça marcherait beaucoup mieux, même économiquement. C'est-à-dire que même pour l'économie elle-même, tout le monde en profiterait. Le consommateur en profiterait, l'entreprise en profiterait. Voilà, il y a des concepts aussi liés, que j'invite chacun à aller creuser, mais le concept d'économie de fonctionnalité aussi qui va avec ça. C'est-à-dire qu'on pense toujours la réparation dans la conception au lieu de penser à l'obsolescence programmée. Enfin, tout ça, en fait, ça s'articule et ça permet vraiment quelque chose de plus sensé, quoi. D'accord. Donc finalement, il faudrait que des biologistes, des scientifiques viennent donner quelques cours aux économistes et ceux qui produisent, en fait, voilà, rallier. En fait, c'est un peu le biomimétisme dans la production, en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Bah, le but, c'est de faire le lien justement entre notre système économique et notre système naturel, qui sont les deux mondes dans lesquels l'être humain cohabite. Un monde qui a été créé par lui-même et un monde qui est en fait qui n'est pas régi par lui et qu'il ne peut pas contrôler. Donc voilà, c'est vraiment faire le pont entre ces deux choses pour bien vivre. Oui. Et vous, donc, vous avez été sensibilisé à ça dans vos études ou vous l'avez eu avant cette prise de conscience? Et est-ce que vous pouvez faire un parallèle aussi avec le profil des personnes que vous avez interviewées? Est-ce que ce sont des personnes qui ont été conscientes de ça dans leur parcours? Est-ce qu'ils ont toujours vécu comme ça? Donc, en pensant derrière que peut-être des personnes, en vous écoutant, pourraient elles aussi changer, voir que la prise de conscience peut se faire à tout moment de la vie. Oui, alors pour tous les entrepreneurs qu'on a rencontrés, on a vu qu'ils avaient chacun donc une histoire très différente et que c'était en fait à différents moments de la vie, ils ont eu en fait une prise de conscience. La plupart, ce n'était vraiment pas. Je pense qu'il n'y en avait aucun où c'était inné. C'était depuis le début. Peut-être quelques-uns, mais il y en avait beaucoup. C'est un événement. Donc, quel type d'événement? Il y a eu, en fait, beaucoup. C'est quand ils ont eu des enfants. Donc, ils se sont dit, ça, c'était assez intéressant. D'accord. Quel monde je vais léguer? Quel monde est-ce que je vais donner demain, léguer à mes enfants? Ça, c'était une raison. Il y en a, ils ont beaucoup travaillé dans une industrie pendant plusieurs années et ils ont réalisé qu'en fait, ils avaient un énorme impact négatif en fait, dans leur travail du quotidien et qu'ils voulaient changer les choses. Et donc, ils ont commencé à 50 ans, ils ont créé une nouvelle entreprise, ils ont quitté, par exemple, les grands groupes pour créer leur propre entreprise et travailler dans le même secteur, justement, parce qu'ils avaient plein de connaissances dans ce secteur et pouvoir le changer. Puis il y en a, c'est aussi des réalisations. Il y en avait une, elle a réalisé quand elle sortait les poubelles, il y en avait tout le temps plein et elle devait le faire tout le temps. Et elle s'est dit, mais ça me paraît complètement absurde. Puis après, il y en a d'autres, c'est dans la nature. Moi, personnellement, comment j'ai eu cette prise de conscience? Je pense que c'était parce que j'ai grandi dans pas forcément en ville, dans des endroits plutôt d'espace naturel. Et avec le temps, je voyais que ces endroits, ils étaient de plus en plus pollués. Et donc, ce que j'avais connu quand j'étais enfant, sur des plages désertes et vraiment sans déchets, je les retrouvais pas, en fait. Aujourd'hui, maintenant, toutes les plages sont polluées. Et je me dis, les générations futures, oui, qu'est-ce qu'elles vont voir? Est-ce qu'on va pouvoir aller sur une plage non polluée? Et puis après, c'est aussi quelque chose que j'ai vu tout au long de mes études, à travers des études de cas, à travers aussi pendant mes études aussi, c'est sûr. D'accord. Et toi, Esther, est-ce que ça remonte aussi à l'enfance ou ça s'est fait plus récemment? Moi, je réfléchissais, mais c'est vrai que non. Quand j'étais petite et pendant longtemps, en fait, j'étais vachement ancrée dans la réalité dans laquelle on vit. Pour moi, elle était évidente et il n'y avait pas de raison de la remettre en question. Et c'est vrai que j'ai commencé, donc on a fait avec Camille nos études à Montréal, comme on disait, et le fait de partir, de me retrouver un peu loin et d'étudier un sujet, donc la biologie, la nature, etc. Je sais pas, j'ai commencé à complètement remettre en question un peu les systèmes qu'on a choisis, en fait, parce que c'est un choix. Et au lieu de le prendre comme une espèce de réalité un peu fataliste, j'ai compris qu'on avait un pouvoir décisionnel de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut comme société, qu'est-ce qu'on veut créer. Et là, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce qui était le plus évident. Et c'est vrai que du coup, en m'alimentant aussi de ce que
voyait tous les jours en cours. Donc la biologie, etc., comprendre les systèmes parfaits, que ce soit dans notre corps ou à l'extérieur de nous, mais c'est aussi dans nous. Tout est réutilisé aussi dans notre corps. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on croit que c'est juste la nature, mais on est cette nature aussi. Tout le système immunitaire, chaque morceau, il n'y a rien qui est laissé comme ça. Comme on disait, voilà, le déchet n'existe pas. Bref, c'était un mélange de à la fois mes études et un chemin personnel de pensée qui m'a permis un peu de me rendre compte qu'il y avait d'autres moyens il y avait d'autres chemins, quoi. C'est vrai qu'en étudiant la biologie, on peut être que fasciné par la manière dont c'est fait. En fait, tout est tellement parfait, et même de son corps. C'est vrai qu'on a aussi étudié la biologie de notre corps. Et voilà, et c'est... toutes ces enzymes, ces protéines, tout est tellement bien fait que on ne peut que se dire que ça paraît aberrant de ce qu'on fait dans nos sociétés. Ouais. En fait, c'est ça, on se rend compte, quand on étudie la nature, on se rend compte le décalage entre la perfection de la nature et cette espèce d'imperfection qui nous paraissait avant naturelle, mais qui d'un coup saute aux yeux, en fait. Et ce qui paraît fou, c'est qu'elle est toujours là. Après 5 extinctions majeures, elle est toujours là, la nature. Nous, là, après si peu de temps sur cette planète, on se dit... On est déjà en danger. On est déjà en danger. Choses, donc, il y a peut-être un petit souci. De durabilité. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais c'est beau que vous ayez fait le parallèle entre les différents systèmes vivants, en fait, parce que vous auriez pu cantonner, vraiment laisser le végétal dans son propre fonctionnement sans vous identifier dans ce végétal et dans l'animal. Et c'est aussi ce qui manque à notre économie, à notre système, c'est ce manque de lien, d'identification. Et du coup, ce que je me demandais également, c'est au niveau des initiatives. Donc, vous êtes allé voir des initiatives locales. Donc, est-ce que finalement, pour les entrepreneurs, donc 28 entrepreneurs dans 10 villes différentes de France, est-ce que ces entrepreneurs-là, leur façon justement de prendre ce constat en main, c'était d'agir d'abord à leur échelle, vraiment de créer quelque chose de eux-mêmes avec les ressources qui étaient à leur disposition? Et est-ce que ça a été leur motivation principale? Alors oui, en fait, ce qu'on a vu, c'était vraiment toutes les initiatives sont pensées de manière à l'échelle locale. Parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'ils ont repéré une problématique à leur échelle et ils ont voulu agir dessus. Après, en fait, on parlait parfois justement de passer à l'échelle. Et en fait, leur but n'est pas forcément celui-là. Jusqu'à présent, aujourd'hui, une entreprise, le but, c'est de maximiser ses profits. Moi, j'étais en école de commerce aussi, j'ai fait de la bio aussi, mais moi, en école de commerce, le but, maximiser ses profits, de base. Et en fait, dans toutes ces startups, en fait, ils ont changé la manière dont ils mesurent le succès de leur entreprise. Donc, c'est pas forcément le profit, mais c'est l'impact. Et je pense que toutes ces entreprises ont pour vocation de partager en fait ce système qui peut être justement répliqué autre part, mais tout en restant à l'échelle locale. Ok. Et donc il y en a par exemple, ils disaient mais nous le fait de partager notre idée, ça nous fait plaisir parce que souvent maintenant aujourd'hui on parle de patent, de brevet. Voilà, de brevet pour garder son innovation. Eux, en fait, justement, leur but, c'est que d'autres personnes répliquent plus loin, à l'étranger, autre part, pour que, justement, ils augmentent leur impact. Oui. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai... c'est ce qu'on a remarqué, je pense. Ouais. Je dirais la même chose. D'accord. Donc, ils n'ont pas peur de la concurrence, en fait. C'est pas l'idée d'un monopole pour diriger toutes les autres initiatives. Au contraire, on est dans une interdépendance, en fait, des initiatives, des humains, des projets. Après, il faut pas être trop naïf non plus. Ils sont quand même sur un marché. Après, il y avait des associations. Oui. Ça, c'est pas forcément pareil, mais ils sont quand même sur un marché. Il y a quand même des compétiteurs. Il faut quand même gérer ça aussi. Donc, c'est pas non plus... facile, on veut que ce soit répliqué. Mais dans l'idée, l'idée était celle-là. Voilà. Mais c'est vrai que tous, ils s'intégraient tellement bien dans leur région ou leur petite localité
il nous disait aussi que ça serait peut-être plus pareil s'il devait l'exporter. Je pense à une en particulier, c'était bateau. On est allé voir à Nantes une entreprise qui fabrique qui reprend des bateaux hors d'usage et qui décide, au lieu de les laisser à la déchetterie, donc ils seront soit incinérés, soit brûlés, qui décide d'en faire des gîtes où on peut aller dormir. C'est assez incroyable. Et donc ils les posent sur le sol. Bref, et donc cette entreprise-là nous disait que, alors qu'elle a un succès fou, beaucoup de gens en parlent, ça ne l'intéressait pas tellement, je crois, de l'exporter vraiment à un niveau national ou quoi, parce que ça dénaturerait un peu lui, il est à Nantes, voilà, ce sera à Nantes. Il veut y rester. Quitte à peut-être que d'autres reprennent son idée, en fait. C'était ça qui était incroyable, c'était qu'il était ouvert à ce que cette idée se reprenne pour le bien général, mais lui, personnellement, il n'allait pas étendre son business, quoi. Si on peut appeler ça. D'accord. Il était dans son écosystème, en fait, son entreprise, à sa bonne place, en fait. Il savait le faire là où il était. Mais... Oui, ça fait vraiment même, repenser l'économie en général, enfin vraiment de faire avec ce qui est à notre portée, en fait, avec les ressources de notre territoire, même, quand on pense aux énormes taux d'importation, d'exportation, alors que finalement, là où on est, il y a déjà beaucoup. Et c'est aussi, je pense que ce que vous voulez montrer dans votre rapport, qu'il y a pas besoin d'aller voyager très loin. Vous pouvez, en restant en Europe, il y a des endroits magnifiques qui peuvent nous satisfaire notre curiosité. Exactement, oui. On a vu que beaucoup de personnes, en fait, pendant le confinement, avec le Covid, plus après le confinement, du coup, ils ont voyagé en France parce que il y a cette incertitude quand on réserve des vols pour certains ou des trains. Donc, ils ont décidé de rester plus proches pour réduire justement le risque. Et donc, ils ont découvert la France, leur propre pays. Et ils se sont dit, il y en a pour certains, ils avaient plus voyagé à l'étranger que dans leur propre pays. Et c'est ce qui nous arrive à tous. Souvent, aujourd'hui, on décide d'aller hyper loin parce que ça a l'air sympa. Alors qu'en fait, dans notre propre pays, et en France, je pense qu'on est vraiment chanceux. On a la montagne, on a la mer, on a la campagne, on a un patrimoine culturel absolument incroyable dans toutes les différentes régions, que ce soit culturel, gastronomique. Donc je pense que c'est aussi une nouvelle manière de voyager, de redécouvrir son pays. Ouais, ce qu'on se disait avec Camille, c'était vraiment d'essayer de réfléchir en fait et de se reposer la question, c'est quoi le but quand on voyage ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Et se demander si on peut pas trouver ce qu'on cherche plus proche. Et est-ce que d'ailleurs ça ferait pas partie de ce qu'on cherche aussi, de retrouver quelque chose de plus authentique, d'aller vers l'expérience plutôt qu'un bien matériel ou une photo ou un paysage. Moi c'est vrai que après c'est pas non plus donné à tout le monde de partir à l'autre bout du monde, mais les gens qui prennent et qui décident ça, est-ce que vraiment le repos, je sais qu'il y a des gens ils partent très loin pour se changer, pour voir de nouveaux paysages, etc. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de moyens d'arriver à ces fins-là, quoi. Le voyage en soi, qu'est-ce que c'est En fait, on a vu avec il y a un changement dans la mobilité aussi. On parle de slow tourisme aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, je pense que demain, le voyage en soi, c'est-à-dire le trajet, fait partie du voyage en soi. Dans le sens où voyager en train, voyager aussi beaucoup en vélo, on s'arrête d'étape en étape, on s'arrête dans un village, on rencontre. En fait, c'est un voyage en soi. Donc, en fait, on a aussi, au-delà de découvrir des initiatives aussi, on a découvert une nouvelle manière de voyager. Et ça demande justement de repenser le sens ultime du voyage. C'est quoi ? C'est le dépaysement, c'est la rencontre, c'est la découverte. Et ça n'a pas forcément besoin d'être à l'autre bout du monde, partir un week-end pour 2 jours. Après, bien sûr, on a envie de découvrir. Et je pense qu'aussi, c'est très important de partir, de découvrir, d'aller à la rencontre. Ça nous ouvre les horizons. Nous, on est partis à Montréal. Ça nous a beaucoup ouvert. Donc, vraiment, le voyage, on ne demande pas à ce que ce soit un voyage vraiment purement local. C'est juste qu'on se dit, il faut repenser, en fait, le temps qu'on va y mettre. Si c'est un week-end, est-ce qu'on veut partir aux Bahamas ?
ou C'est ça. voilà. C'est ça, ça partait tout de suite de ce podcast. Bref. Ouais, je vois. Ça fait un peu le lien avec l'autre question que je voulais vous poser, c'est-à-dire quels conseils donner à ceux et celles qui voudraient voyager de façon plus durable. Déjà, je trouve que vous nous avez donné un, c'est-à-dire réfléchir au sens derrière le voyage et si on peut pas trouver là où on est ce qu'on cherchait, ce qu'on pensait chercher dans l'éloignement, l'exotisme entre guillemets dans notre pays. Est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner? Alors oui, on a des petits conseils concrets, pratiques, on a vu, mais du coup qui s'appliquent à des voyages en France et en Europe, majoritairement en France. D'abord, nous, on s'est focalisé sur la restauration et l'hôtellerie. Donc pour ça, par exemple, on peut repenser à où est-ce qu'on va déjeuner ou dîner, la restauration. Il y a des nouveaux labels maintenant, par exemple, il y a le label Écotable, qui impose en fait une grille de critères pour les restaurants et qui recense tous les restaurants qui sont justement labellisés Écotable sur leur site. Pour tout ce qui est hôtellerie, il y a des nouvelles plateformes de réservation avec que des logements justement aussi qui suivent certains critères environnementaux, comme WeGo Greener qu'on a aussi rencontré. Donc c'est en fait quand on consomme quelque part, c'est comme si un peu on votait, dans le sens où notre consommation impacte justement parce que la consommation va influer la demande sur le marché et donc à la demande une offre va répondre et donc plus on en demande plus donc on aura d'offres. Donc si on demande plus de produits qui sont quelque part environnementaux, les entreprises vont avoir tendance à aller dans cette veine-là. Donc il y a ça, puis il y a aussi donc penser sa mobilité comme on disait tout à l'heure, que ce soit pour aller à l'endroit, mais aussi quand on est dans la ville, est-ce qu'on veut prendre un Uber ou est-ce qu'on veut justement prendre les transports locaux pour vivre justement comme les locaux. Donc il y a aussi penser sa mobilité. Puis aussi, on a rencontré Slow qui fait des trousses de toilette avec justement des produits naturels. Donc ça, c'est plus pour les voyages, par exemple en montagne, en nature. Et il faut qu'on pense à l'impact qu'on aura sur notre environnement quand, par exemple, on se savonne, faire attention justement aux molécules qu'on va dissiper dans notre environnement. Les polluants. Voilà. Moi, j'ai peut-être un conseil beaucoup moins pratique, mais ce serait, c'est la discussion qui fait penser à peut-être essayer de conseiller aux gens de mettre un peu sur un piédestal la lenteur, en fait, essayer de se remettre sur un niveau plus lent, aussi parce que je sais que beaucoup de personnes cherchent ça aussi. En tout cas, c'est pour moi important quand je prends des vacances. Pour moi, c'est justement casser avec le rythme un peu effréné de nos vies de tous les jours. Je pense que c'est un problème après global. Moi, je vois aussi dans la vitesse tout le temps, et c'est pas forcément que dans le secteur du tourisme. Ça s'applique à plein d'autres thèmes de nos vies. Et voilà, dans le voyage, essayer de toujours se dire qu'on prend le temps d'aller quelque part pour le vivre de manière plus forte, qu'on prend le temps d'aller parler à des gens, d'aller rencontrer des choses, ne pas être dans la consommation du voyage, de vraiment prendre le temps de... D'accord. Et je pense que je pourrais rajouter aussi douces, sur le même, dans la même veine, c'est souvent quand on voyage, on a tendance à être tout le temps sur notre téléphone pour regarder le prochain resto où on va aller, le prochain hôtel, prochaine activité. Pourquoi pas juste aller demander et rencontrer. Moi, je pense que ça passe beaucoup par la rencontre parce que même, je pense que sur les sites internet, on n'a même pas forcément, pas tout n'est recensé. Alors qu'en parlant à des locaux, justement, je pense qu'on aura accès à des expériences beaucoup plus enrichissantes. Donc voilà, moi, j'insisterai sur la rencontre. Pas voyager dans une bulle, en fait. Vraiment se dire qu'on voyage pas juste pour soi, pour essayer de partager, quoi. Non, mais c'est vrai, et même au-delà du voyage, essayer de le faire dans nos vies aussi en général. Voilà, on peut commencer par le voyage comme un entraînement dans nos vacances, mais l'idéal peut-être ce serait aussi d'avoir ces réflexes-là, de les avoir dans notre vie quotidienne finalement,
dans notre façon de consommer, dans notre façon de nous déplacer et de considérer le temps, notre rapport au temps, c'est clair. Il faut penser notre rapport au temps. Oui, c'est clair. Et en France, donc, vous avez été à Nantes, Montpellier, Paris, Lyon, Bordeaux, j'en ai oublié une, Marseille, Aix. Et parmi ces villes, est-ce qu'il y a un projet que vous voudriez nous partager qui vous a vraiment marqué? Un ou plusieurs, si vraiment vous n'arrivez pas à départir. Ouais, c'est pour choisir, c'est renoncer. Et c'est difficile de renoncer vers ce projet. Parce qu'ils sont vraiment tous... C'est vrai. Ils sont vraiment tous... Enfin, moi, c'est vraiment un truc, par contre, qui m'a marqué, c'est qu'il n'y en a pas un qui m'a pas ébloui, enfin, qui m'a pas... D'accord. Ce qui était fou, c'est que c'était des personnes passionnées. Ouais. Et on voit que si ça, c'est une chose, c'est pour initier le changement, il faut être convaincu, il faut être passionné. Parce que... Et ça donne envie, en tout cas. Et ça donne envie, ça nous a donné tellement d'énergie. C'était vraiment incroyable. Et les gens passaient du temps pour nous, prenaient du temps. Et de heureux de partager leur passion. Donc, toi, tu dirais quoi? Allez, je me lance. Pour moi, ce sera... J'hésite quand même. Je dirais ok, on est allé voir à Marseille. T'allais dire pareil? Est-ce que t'allais dire Oui. Ok, attends, j'en dis un autre. Mais vas-y. Non, mais vas-y, développe si tu veux sur le présage. Ouais, vas-y, tu t'en parles bien. Ok. Alors, moi, une qui m'a particulièrement marquée, c'était le présage. Ok. Donc, c'est un restaurant qui est à Marseille. En fait, donc c'est Pierre-André, le fondateur, qui avant travaillait dans l'aéronautique. Et a décidé de complètement changer justement de voie et a créé justement le présage. Et en fait, il s'est dit aujourd'hui, dans l'alimentation, il y a beaucoup de choses qui se font pour justement développer des circuits courts, donc un approvisionnement plus local. Mais il s'est dit, et pourquoi est-ce que non seulement l'approvisionnement, mais mon énergie ne serait pas aussi locale? Et donc, Marseille, c'est une région où il y a beaucoup de soleil. Et donc, en fait, son restaurant, c'est hyper sympa. C'est dans un champ. Ça a pour vocation de se développer. Mais donc là, c'est dans un champ et il a installé un four solaire qu'il a développé de manière low-tech. Donc, c'est-à-dire low-tech à l'inverse de high-tech. C'est-à-dire des technologies qui demandent peu de ressources, qui sont faciles à implémenter et qui sont facilement réparables. Et donc, en fait... voilà, avec avec l'utilisation du soleil, il peut cuire ses aliments. Donc, il a non seulement un four, mais des plaques aussi qui permettent de cuire. Donc, forcément, le restaurant s'adapte au temps de la nature, c'est-à-dire au soleil, pour faire ses plats avec des produits qui sont locaux. Et donc, son but plus tard, donc là bientôt, c'est de créer un restaurant, donc de le construire, parce qu'aujourd'hui, c'est dans un ancien container. Donc, c'est de le construire, de le éco-designer, c'est-à-dire avec encore des matières locales, un bâtiment énergétique, efficace énergétiquement, et aussi une forêt comestible, c'est-à-dire autour, développer, avoir son propre potager. Donc voilà, moi, c'était on a pu aussi prendre la bière là-bas, et puis discuter, et c'était vraiment une hyper belle expérience. Donc je recommande à tous les Marseillais. Ouais, c'est génial, ça a l'air vraiment super. Et puis en plus, il n'était pas du tout cuisinier, pas du tout dans la restauration à la base. Donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut vraiment changer de vie si on a un bon projet, si on est sûr de soi, si on est motivé. En fait, c'est possible de vraiment inverser la tendance. Exactement, voilà. Donc, lancez-vous, ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent. Tout est possible si on a une bonne idée et qu'on y croit. Exactement. C'est toujours important de prendre. Et toi, Esther, alors, est-ce que tu t'es décidée? Oui, j'ai fait mon choix. Vas-y, dis. Moi, ce sera l'atelier d'éco solidaire. C'est une association qui décide de donner une seconde vie aux objets mobiliers du quotidien. Et qui notamment réinsère des objets de la vie du quotidien, donc qui les retape complètement
C'est fascinant, leur manière de faire. Enfin, c'est extrêmement, comme le nom l'indique, mais extrêmement créatif. C'est une pépite d'économie circulaire. Vraiment, elle crée des objets d'art design. Enfin, moi, je trouve vraiment très, très beau. À partir de... En fait, ils ont une espèce d'énorme dépôt qui est aussi un endroit où tout le monde peut venir et acheter des choses ponctuellement. Enfin, c'est aussi ouvert aux particuliers. Mais en tout cas, eux, ils ont une espèce d'atelier où on les voyait travailler le tissu, le bois, des chaises qui redeviennent des œuvres d'art presque. Et ensuite, ils en font du mobilier pour notamment donc, des hôtels et des restaurants. Et donc, voilà, c'est vraiment donner une seconde vie à ces objets et voilà, repenser un peu voilà, pour le choix du mobilier de n'importe quel hôtel. Encore une fois, voilà, c'est un des aspects, c'est comment est-ce qu'on meuble son lieu. Et ça, typiquement, en plus, c'est pas un coût... c'est un coût tout à fait normal. Enfin, tout était vraiment... Et au-delà de ça, il y avait aussi, c'est une asso qui fait de la réinsertion aussi professionnelle. Donc, en fait, c'est une entreprise, une asso qui travaille sur tous les volets, non seulement environnemental, mais aussi social. Donc, voilà, ce qu'elle disait, c'est qu'elle voulait revaloriser les objets, mais aussi les humains. D'accord. C'était de la réinsertion sociale de personnes qui ne trouvaient pas d'emploi. Et c'est à Bordeaux, cette initiative ? À Bordeaux. À Bordeaux, d'accord. Ok, super. Et cette femme, c'est quoi un peu son histoire rapidement ? Juste, est-ce que c'est une reconversion ou elle aussi, elle s'est lancée dans un projet différent ? Alors Nathalie, c'est en fait, elle aussi, quand elle a eu des enfants, d'accord. Elle s'est dit que c'était justement, elle voulait mettre sa main à la pâte et elle s'est dit que on a plein d'objets. Souvent, dans nos maisons, on a plein d'objets et qui sont même pas utilisés, qu'on jette. Et donc, elle a voulu justement donner une seconde vie à ces objets. Ça, elle a d'abord commencé chez elle, je crois. Et je crois qu'elle commençait aussi avec ses enfants. Elle essayait de voir un peu... elle essayait des choses avec ses enfants, des tissus, des choses. Et elle a un peu développé ça. D'ailleurs, elle a monté cette association avec son mari. Enfin, son mari est parti aussi de l'initiative. Super inspirant. Ok, c'est génial. Merci les filles. On arrive à la dernière question du podcast. La signification pour vous de Nouvelle Conscience, donc le nom du podcast. Comment ça résonne lorsque vous l'entendez ? Je me souviens que j'avais déjà eu... ça m'avait déjà posé une colle la première fois. Non, c'est une super question en vrai. Tu peux redire la même chose. C'est une bonne question. C'est déjà un super nom de podcast. C'est hyper inspirant. Merci beaucoup. Pour moi, c'est essayer de... la manière dont ça résonne, c'est imaginer un nouveau futur plus désirable. Et c'est essayer de réinventer un peu nos imaginaires. En insufflant des nouvelles consciences et s'ouvrir déjà à l'intérieur de nous, mais aussi s'ouvrir à des nouvelles consciences, j'imagine. Des gens qui ouvrent la voie à des nouveaux horizons, qui ouvrent la voie à des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de vivre, de consommer, de se déplacer, etc. C'est quelque chose d'assez... une innovation... Pour moi, une nouvelle conscience, pour moi, ça veut dire, en fait, regarder avec un œil nouveau, regarder aussi, être ouvert à ce qui se fait différemment et prendre conscience. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui de manière... on n'y pense même pas, en fait. On les fait de manière complètement systématique et on ne réalise pas forcément l'impact qu'on a dans ce qu'on fait du quotidien. Pas forcément l'impact environnemental, mais ça peut être un impact sur les autres, sur son environnement, oui, bien sûr. Et donc, je pense que c'est prendre du recul pour regarder ce qu'on fait et peut-être recalibrer, du coup, la manière dont on agit. Super, oui, c'est vraiment ce que je veux montrer dans le podcast, c'est prendre un peu ses distances avec un modèle qui a ses limites et proposer de nouvelles façons de consommer, de vivre, de penser le monde. Donc, c'est chouette. Si vous l'avez compris comme ça aussi. Ouais, c'est trop chouette. C'est comme super, le nom de podcast, oui. Merci. Trop bien. Merci. Vous me retrouvez sur Instagram, sur LinkedIn. Comment on peut retrouver votre rapport, par contre? Alors, notre rapport, il est sur LinkedIn et il est aussi
Sur Facebook aussi. économiecirculaire.org. Ok. Sur LinkedIn, vous tapez EcoCirculaire. Bon, de toute façon, ils pourront vous trouver sur Insta, vous parler, vous êtes réactive sur la page. Complètement. Oui, absolument. En 2 secondes chrono. Voilà, simultané. Oui. Ok, bah, merci les filles. Eh ben, merci à toi Manon. Merci beaucoup Manon. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt!